La parole est à Patrice Martin-Lalande pour le groupe UMP et pour 15 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, certes en France, Google est en train de devenir le gestionnaire universel de notre vie en ligne. Il n'y a pas une initiative Google qui manque dans tous les champs numériques. Mais je voulais d'abord dire, en facteur commun de toutes les interrogations que nous allons exprimer, qu'il s'agit de questions nées d'une fantastique révolution. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, je vous ai écouté de mon bureau, une fantastique révolution numérique aussi irréversible que porteuse de bienfaits multiples, accessibles au plus grand nombre. Dans cet esprit, nous devons effectivement apporter des solutions novatrices pour protéger la vie privée et les données personnelles, notions qui ne se confondent pas, les deux, vie privée et données personnelles, à l'heure de l'informatique à distance, du big data, de l'open data, des réseaux sociaux, de l'Internet mobile, de la géolocalisation et de l'Internet des objets. Pardonnez-moi, il est évident que le curseur entre la vie privée et la vie publique bouge et peut même varier à tout moment au gré de chaque individu. Mon propos portera principalement sur la surveillance numérique commerciale des internautes. Les données personnelles sont les informations qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Elles sont protégées par divers instruments juridiques concernant le droit à la vie privée, dont notamment la loi informatique Fichiers et Liberté de 78 et la directive de 95 au niveau communautaire et la convention numéro 108 pour la protection des données personnelles du Conseil de l'Europe. Depuis 78 et 95, la donne numérique a radicalement changé, nous en sommes tous convaincus ici, avec un usage numérique globalisé qui rend les cadres nationaux largement inopérants, avec un brouillage entre vie publique et vie privée résultant de l'exposition de soi volontaire des internautes sur les réseaux sociaux et une nouvelle économie de la donnée personnelle qui a acquis une valeur sur laquelle reposent en grande partie les services numériques distribués sous l'apparence de la gratuité. Les données sont aussi stratégiques que le pétrole ou le nucléaire. Tout le monde s'accorde à considérer que ce cadre juridique des données personnelles en vigueur est donc désormais obsolète. La distinction entre des données personnelles et des données qui ne le sont pas est ténue. Un très grand nombre de données apparemment anonymes peuvent devenir personnelles après traitement, nous le savons. On peut identifier facilement des personnes anonymisées à partir des données de géolocalisation des endroits où l'on vit, domicile, lieu de stationnement de la voiture, lieu de travail, de déjeuner, d'école où on va chercher ses enfants, etc. Grâce aux nouvelles capacités d'analyse algorithmique et aux applications de data mining et de profilage, nos dispositifs informatiques font parler les données, même les plus muettes ou les plus anonymes. Comme le rappelait la CNIL, la personnalisation qui en résulte s'effectue paradoxalement sans jamais demander l'avis de l'individu. Avec l'informatique en nuage, les internautes perdent la maîtrise de la localisation de leurs données et donc de la sécurité et de la confidentialité de ces données. Il y a donc une menace supplémentaire d'utilisation des données contraires à la volonté des internautes. La nouvelle donne numérique invite à un rééquilibrage, au moins sur 3 plans, me semble-t-il. D'abord, un rééquilibrage du cadre juridique national, un rééquilibrage du cadre juridique européen et un rééquilibrage entre les internautes et les opérateurs pour restaurer la confiance dans l'Internet. Le rééquilibrage du cadre juridique national entre les États-Unis, dont les entreprises et l'État dominent outrageusement l'Internet, et la France, il y a 2 véritables conceptions opposées ou différentes de la protection de la vie privée à l'ère du numérique. L'enjeu de notre souveraineté numérique concerne, je le rappelle, 3 millions d'entreprises françaises et 66 millions de concitoyens. Parce que les données personnelles dépassent aujourd'hui la vie privée, et à condition de ne pas figer les règles, ni brider l'innovation, la protection des données personnelles pourrait faire l'objet d'une constitutionnalisation, à l'instar de ce qui existe déjà dans 13 de nos pays voisins européens, afin de bénéficier d'un régime juridique plus protecteur que celui de la simple vie privée. La France serait ainsi mieux armée pour négocier avec les acteurs extra-européens. Le projet de loi auquel vous avez fait
allusion tout à l'heure, Madame la Ministre, en cours de rédaction, pourrait, me semble-t-il, être l'occasion, et je crois que vous l'avez évoqué, de renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL, je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, sans attendre un règlement européen qui risque de prendre encore du temps. Un toilettage législatif de la loi de 1978 non seulement peut être entamé dès maintenant sans préjudice du règlement européen à venir, mais encore peut nous permettre, me semble-t-il, de mieux peser sur les grandes orientations européennes en matière de protection de la vie privée numérique. La CNIL pourrait être investie d'un pouvoir de contrôle en ligne qui lui manque, ainsi que d'un pouvoir de contrôle des fichiers de souveraineté avec un personnel dédié. Ce renforcement du pouvoir de la CNIL me semble particulièrement nécessaire pour restaurer la confiance de l'opinion publique, légitimement troublée par un certain nombre de révélations sur la violation des échanges numériques. Bien évidemment, il faudra aussi veiller à continuer d'adapter les moyens de la CNIL à l'évolution de ses missions. Deuxième rééquilibrage qui me semble urgent, le rééquilibrage du cadre juridique européen. Quel est le bon niveau de souveraineté numérique face à l'exploitation et au stockage de nos données personnelles par des entreprises majoritairement américaines, pour ne pas dire exclusivement. Ce n'est pas sans raison que la protection des données à caractère personnel est l'un des principaux points d'achoppement des négociations de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. La production et le partage de la valeur née des informations personnelles de plus de 500 millions d'Européens est un enjeu véritablement stratégique, car il touche à la fois à notre souveraineté et à l'existence en Europe et à l'existence de l'Europe, dans un des secteurs numériques les plus prometteurs. Le rééquilibrage minimum à obtenir est le respect des valeurs européennes par des entreprises qui veulent continuer d'accéder au marché mondial le plus développé. L'Europe doit s'exprimer d'une voix forte pour protéger des données à caractère personnel au moment où les révélations de l'affaire Snowden et le retard dans l'adoption du projet de règlement européen font douter de la capacité internationale à réguler l'Internet. Il faut mener une offensive numérique européenne positive autour des valeurs de l'Europe et de la compétitivité de notre économie. La proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, pour citer le titre exact, a été déposée par le Parlement européen et le Conseil le 25 janvier 2012, en même temps qu'une autre proposition de directive. La proposition de règlement a fait l'objet, on le sait bien, d'un intense lobbying de la part des grands opérateurs de la Silicon Valley, au point qu'on a cru paralyser le processus législatif. Le 21 octobre dernier, un nouveau texte, se voulant de compromis, a été proposé par le Parlement européen, en tout cas par une de ses commissions. Il faut prendre acte des avancées de ce projet de règlement, notamment dans le domaine du droit à l'oubli et des règles d'entreprise contraignantes destinées à faciliter les transferts de données hors de l'Union européenne dans le cadre d'un même groupe. La démarche de compromis des instances européennes n'a cependant pas encore permis de clarifier un certain nombre de questions essentielles pour la protection des données à caractère personnel. Si, sous certains aspects, le projet de règlement penche heureusement en faveur d'une conception personnaliste de la donnée, en liant la définition des données et de la personne, ce projet reste à préciser pour ne pas laisser à l'écart un certain nombre de données. Le groupe des autorités indépendantes de contrôle, dans lequel la CNIL joue un rôle moteur, propose que soit retenue comme donnée à caractère personnel toute donnée permettant de singulariser la personne parmi les autres. Il faut définir une forme nouvelle d'expression du consentement explicite qui n'est pas obligatoire actuellement, mais il faut aussi ne pas négliger le risque de banalisation qui se produirait en cas de recueil systématique du consentement. Faut-il à l'inverse réserver l'exigence de consentement aux traitements les plus dangereux pour l'internaute, au risque là inverse de banaliser les autres traitements qui ne sont pourtant jamais innocents? Il faut naturellement garder en tête que le refus des traitements par un internaute ne doit pas non plus lui occasionner un refus d'accéder au service, sans quoi cette liberté de choix serait très virtuelle. Le statut juridique de la donnée reste irrésolu dans l'état actuel des choses. Est-ce un bien objet d'appropriation et de valorisation, ou est-ce un droit personnel et fondamental de chaque individu qui doit être protégé au même titre que le droit au respect de la vie privée? Le traitement des données sensibles n'est pas non plus résolu dans le nouveau projet.
C'est pourtant fondamental pour concilier la protection des données et la santé publique, y compris au niveau de la recherche. Pardonnez-moi de profiter pour boire à la tribune. Les questions de compétence des autorités et des tribunaux conditionnent l'efficacité de la régulation et des sanctions. L'exemple positif du droit de la concurrence en Europe montre que l'on peut espérer dépasser la fragmentation européenne en constituant un réseau d'autorités avec, par exemple, un pouvoir de codécision entre l'autorité de contrôle du pays de l'internaute ou celle du pays du principal établissement de l'entreprise fautive ou réputée telle. Les États doivent aujourd'hui se positionner. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer quelle est la position de la France par rapport à ce projet de règlement et dans quel sens notre pays voudrait le voir évoluer? Pour le transfert des données hors d'Europe, il me semble qu'il faut obtenir l'application des règles européennes aux acteurs non européens. L'objectif final est de soumettre à la loi européenne les entreprises américaines ou agissant en Europe. Troisième rééquilibrage qui me semble souhaitable de réussir, sensibiliser les internautes pour responsabiliser les entreprises. L'expérience nous l'a montré, les grands opérateurs de l'Internet évoluent très vite quand ils sentent qu'ils perdent la confiance des internautes. C'est même un des rares moments où ils évoluent. Un des moyens les plus sûrs d'obtenir les évolutions souhaitables en matière de protection des données est donc de convaincre les internautes d'exiger un nouveau contrat de confiance plus respectueux des données personnelles. Pour cela, nous devons mieux promouvoir une nouvelle responsabilité numérique des entreprises. Une façon d'y intéresser les entreprises et de les convaincre qu'il s'agit là d'un atout en termes de compétitivité. Je crois que dans cette sensibilisation des internautes, il nous faut travailler encore plus étroitement avec les associations de consommateurs. Que choisir a mis en demeure Twitter, Google, Facebook pour modifier les conditions générales d'utilisation qui introduisent un quadruple déséquilibre insupportable au détriment des consommateurs. Nous savons que ces conditions sont illisibles pour Facebook. Elles représentent 18 pages, pas toutes en français d'ailleurs, et comportent plus d'une centaine de liens hypertextes dont on imagine que la lecture doit faciliter l'adhésion ou le refus de l'internaute. Ces conditions générales autorisent une large utilisation et massive de ces données par des entreprises tiers. Elles introduisent aussi une espèce d'auto-exonération complète de responsabilité en cas, par exemple, de disparition des données, comme on l'a vu. Et bien évidemment, dernière difficulté soulevée par ces conditions générales auxquelles on adhère sans pouvoir faire autrement, c'est qu'elles réservent exclusivement aux tribunaux américains la compétence en cas de litige. La confiance des consommateurs serait une arme importante pour faire évoluer l'écosystème numérique de manière plus conforme à nos valeurs européennes. Une campagne pour engager les consommateurs à choisir les opérateurs qui stockent en Europe serait, par exemple, je pense, un atout précieux à ce moment de négociation au niveau international. Je crois que nous pourrions peut-être aussi utiliser, comme on l'a vu pour d'autres grandes causes, les procédures et le mode d'organisation du grand débat public qui a donné des résultats intéressants pour des sujets de même importance. Je pense que le problème de la protection de la vie privée et des données personnelles mérite ce grand débat public. Enfin, dernier point que je voulais évoquer, l'éducation au numérique. À l'initiative de la CNIL, mais avec le soutien d'un certain nombre d'entre nous ici et d'autres organismes par ailleurs, il a été lancé l'idée que l'éducation au numérique pourrait être la grande cause nationale en 2014. Nous savons qu'il y a pas mal d'autres objectifs qui méritent d'être grande cause nationale, mais je pense très franchement que ça pourrait devenir un élément intéressant pour mobiliser sur cette formation tous les esprits et les médias et montrer que on a besoin de créer une nouvelle sociabilité née du numérique et qu'elle n'est pas spontanée, qu'il faut que nous nous éduquions pour faire face de manière responsable à toutes les opportunités du numérique sans
en subir les quelques pièges. Merci. Merci, Monsieur Martin Lalande.